Bonsoir à vous qui bravez ce soir la pluie battante de Kinshasa, transformant nos avenues en torrents de boue, ou qui, à l'autre bout de notre vaste territoire, ressentez l'angoisse des tirs qui déchirent le silence du Nord Kivu. Un salut tout aussi fraternel à notre vibrante diaspora, de Paris à Montréal en passant par Johannesburg, qui garde chaque jour le cœur et les yeux rivés sur la mère patrie. Bienvenue à Inside News RDC. Si vous nous accordez votre confiance ce soir, c'est parce que vous exigez une information qui refuse de se pavaner dans les salons officiels pour s'ancrer au plus près de vos réalités. Nous partageons cette volonté de comprendre pourquoi, malgré l'immensité de nos richesses, le quotidien de nos concitoyens demeure un défi permanent. Le fil conducteur de cette longue édition est celui d'une vérité rugueuse. Le fossé béant qui sépare les annonces de prestige de la fragilité de nos structures de base. Nous allons disséquer ce paradoxe congolais à travers l'affaire Tony Yoka, miroir de notre incapacité à forger nos propres champions sur notre sol. Une alerte à la fièvre afteuse qui nous rappelle brutalement que, malgré nos millions d'hectares fertiles, nous restons à la merci des aléas sanitaires de nos voisins pour assurer notre survie alimentaire. Nous analyserons également l'influence des ONG internationales, ces soldats de Londres qui naviguent entre humanitaire et ingérence. Ce soir, nous ne lisons pas les titres. Nous soulevons le voile sur ce que notre nation sacrifie au nom de l'apparence. Vos informations seront longues, mais nécessaires. L'affaire semblait déjà écrite. Hier encore, l'annonce défrayait la chronique. Tony Yoka, champion olympique de Rio 2016, aurait choisi de boxer sous le drapeau de la République démocratique du Congo, avec un objectif affiché, l'or à Los Angeles en 2028. Notre rédaction avait bouclé l'information le 24 février 2026. Mais dans les dernières heures, avant le bouclage définitif, l'histoire a pris un tournant inattendu. Et nous ne désirions pas vous laisser avec une fausse information. Ce mardi, le boxeur a pris la parole pour mettre les points sur les i avec une clarté chirurgicale. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Tony Yoka est formel. En aucun cas il n'est question que j'aille aux Jeux Olympiques représenter la RD Congo. Face à ce qu'il qualifie lui-même de 99% de fake news, le démenti est sans équivoque. La Fédération française de boxe, qui voyait d'un mauvais œil ce changement de drapeau, peut souffler. Son président, Dominique Nato, avait d'ailleurs raison dès le départ. La licence prise auprès de la Fédération congolaise n'est qu'une formalité administrative, liée à son prochain combat professionnel contre Martin Bacolé, prévu en fin d'année. J'aurais pu prendre ma licence aux États-Unis ou en Angleterre parce que je m'entraîne là-bas. Ça n'a rien à voir avec ma nationalité sportive, explique-t-il. Tony Yoka reste et restera un champion olympique français. Ce démenti cinglant, cependant, nous oblige à regarder au-delà du bruit médiatique. Car si le changement de drapeau est une fiction, le lien avec la RDC, lui, est bien réel, et il se situe ailleurs. Lors d'un séjour de 2 semaines à Kinshasa, Yoka a rencontré le président Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Le vrai projet, c'est celui de la transmission. Une académie de boxe à Kinshasa, destinée à encadrer la jeunesse congolaise et à l'accompagner vers le haut niveau olympique. Pas sous ses couleurs à lui, mais pour la génération qui vient. C'est là que réside toute la portée de cette affaire. D'un côté, un athlète comme Yoka est le pur produit de l'INSEP, cet écosystème d'excellence où l'État français investit des millions pour polir ses talents. De l'autre, la RDC se retrouve face au vide de ses infrastructures sportives. Le projet d'académie porté par Yoka n'est donc pas anecdotique. Il incarne précisément ce que les nations structurées construisent patiemment. Des laboratoires de performance, des filières d'excellence, et que le Congo peine encore à bâtir. L'équation est désormais limpide. Côté cœur et origine, Tony Yoka s'investit lourdement en RDC, en ambassadeur de prestige et bâtisseur de Londres. Côté sport et palmarès, il reste fidèle au bleu-blanc-rouge pour les compétitions internationales.
la Fédération française est rassurée. Kinshasa garde son champion. Et Yoka peut se concentrer sur l'essentiel, son retour sur le ring. Il promet d'ailleurs une annonce dans les prochaines 48 heures concernant son prochain combat. Une affaire qui aura fait beaucoup de bruit pour presque rien. Si ce n'est confirmé que Tony Yoka sait exactement où il veut aller et ce qu'il veut laisser derrière lui. Nous venons de le dire et il fallait le dire. Le syndrome du champion emprunté est un aveu d'échec habillé en récit de fierté. Mais arrêtons-nous ici un instant, non pas pour tempérer le propos, mais pour aller plus loin. Parce que si le diagnostic est posé avec justesse, il reste une question que l'on esquive encore. Et maintenant, qui agit? Pas Yoka. Lui a déjà dit ce qu'il pouvait faire. Une académie, un projet, une main tendue. C'est généreux, c'est sincère. Mais c'est aussi le symptôme d'un État qui a tellement abdiqué ses responsabilités que ses propres citoyens de la diaspora reviennent combler les vides qu'il aurait dû lui-même remplir. Quand un champion forné par la France doit enseigner à la RDC comment produire ses propres champions, on ne peut pas appeler ça un partenariat. On doit appeler ça ce que c'est, une substitution. Et la substitution, si confortable soit-elle à court terme, ne construit rien de durable. Le problème n'est pas que des hommes comme Yoka s'impliquent. Le problème, c'est que l'on s'en contente, que l'on organise des conférences de presse, que l'on prenne des photos au palais, que l'on annonce des partenariats avec emphase, et qu'ensuite, on attend. On attend que l'initiative privée fasse le travail de l'État. On attend que la bonne volonté d'un individu compense des décennies de carences institutionnelles. C'est une erreur stratégique profonde, car une académie portée par un seul homme, aussi talentueux et déterminé soit-il, reste fragile. Elle dépend de sa disponibilité, de ses financements propres, de son intérêt maintenu dans la durée. Le jour où Yoka passe à autre chose, et il en a le droit, que reste-t-il? Un bâtiment? Des promesses? Ou pire, rien du tout, parce que l'État n'aura pas pris le relais, n'aura pas institutionnalisé, n'aura pas structuré. La grande œuvre sportive d'une nation ne se délègue pas à ses enfants de l'étranger. Elle se construit de l'intérieur, pierre après pierre, budget après budget, génération après génération. Mais il y a quelque chose de révélateur dans l'enthousiasme avec lequel cette affaire Yoka a été accueillie, avant le démenti. Des médias en émoi, des supporters euphoriques, des officiels aux anges. Comme si la simple perspective qu'un champion vienne boxer sous notre drapeau suffisait à effacer des années d'immobilisme. Comme si le symbole pouvait remplacer la substance. Ce réflexe dit beaucoup de nous. Il dit que nous avons appris à nous satisfaire du spectacle quand nous devrions exiger du fond. Il dit que nous préférons la beauté d'un moment, la photo avec le président, l'annonce fracassante, le drapeau brandi, à l'ingratitude du travail de long terme. Construire une filière sportive nationale, ce n'est pas une annonce. Ce n'est pas une cérémonie. C'est 10 ans de rigueur budgétaire, de gouvernance propre, de résistance aux pressions politiques. C'est exactement ce qui est le plus difficile à faire, et donc le plus souvent évité. Pendant qu'on s'agite autour d'un malentendu, regardons ce qui se passe ailleurs sur le continent. Le Kenya ne réclame pas ses coureurs de la diaspora. Il en produit, sur son sol, dans ses highlands, avec ses propres méthodes. L'Éthiopie, idem. Le Maroc a bâti des centres de formation qui alimentent régulièrement ses sélections nationales dans plusieurs disciplines. Ces pays n'attendent pas qu'un fils du pays revienne de l'étranger leur enseigner l'excellence. Ils ont compris qu'il fallait la cultiver eux-mêmes, méthodiquement, sans glamour ni annonce tonitruante. La différence n'est pas génétique, elle n'est pas culturelle, elle est politique. Elle est une question de choix, de ce que l'on décide de financer, de prioriser, de protéger contre la prédation. À qui s'adresse ce message? Pas aux athlètes. Ils font ce qu'ils peuvent, souvent dans des conditions que personne ne devrait accepter. Pas à la diaspora, qui n'a pas à porter sur ses épaules la culpabilité d'un système qu'elle n'a pas créé. Ce texte s'adresse à ceux qui signent les budgets et les détournent, à ceux qui président des fédérations comme des fiefs personnels, à ceux qui prononcent des discours sur la jeunesse le matin et bloquent les financements le soir, à ceux qui savent,
et qui choisissent quand même de ne rien faire. Parce que le scandale n'est pas que Yoka reste français. Le scandale, c'est qu'on ait pu, l'espace d'une journée, croire que son changement de drapeau aurait suffi à résoudre ce que nous refusons de construire. Un champion sur un podium ne rachète pas un système à l'abandon. Il l'habille temporairement d'un peu de lumière empruntée. Et la lumière empruntée, par définition, s'éteint quand l'autre reprend ce qui lui appartient. Cet échec de la souveraineté sportive n'est que le prélude à la fragilité de notre souveraineté sanitaire et alimentaire. Car une nation qui ne forme pas ses muscles est une nation qui peine à remplir ses assiettes. Le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Pierre Chimanga Bwana, vient de signer un communiqué aux conséquences immédiates. La République démocratique du Congo annule tous les permis d'importation de bovins, produits laitiers, viande, peau et aliments pour bétail en provenance d'Afrique du Sud. Motif invoqué, la fièvre afteuse, une maladie hautement contagieuse qui frappe bovins, porcs, moutons et chèvres, et progresse chez ce partenaire régional. Les mesures entrent en vigueur sans délai. Suspension de toutes les nouvelles autorisations, renforcement des contrôles sanitaires aux frontières, surveillance accrue des axes transfrontaliers, en particulier vers la Zambie, mobilisation des services vétérinaires, sensibilisation des éleveurs. L'État ferme la porte avant l'entrée du virus. Sur le plan sanitaire, la décision est rationnelle. La fièvre afteuse détruit un cheptel en quelques semaines. Elle anéantit des années d'investissement. Protéger les ressources animales nationales constitue une exigence stratégique. Mais la question essentielle se situe ailleurs. Un chiffre impose le silence. Plus de 2 345 000 km². La superficie congolaise, le deuxième territoire d'Afrique. Une étendue capable d'englober plusieurs grandes puissances européennes réunies. Regardons maintenant la Nouvelle-Zélande. 268 000 km². À peine 11,4% de la superficie congolaise. Pourtant, ce pays détient plus de 10 millions de bovins. Il occupe le 6e rang mondial des exportateurs de bœuf. Il représente environ 5% du commerce mondial. En 2024, ses exportations ont atteint 4,39 milliards de dollars. Chine, États-Unis, Europe, le monde achète sa production. 90% de sa viande part à l'étranger. Ce pays produit pour dominer un marché. Et le Congo importe pour se nourrir. Voici la contradiction centrale. Un territoire doté de savanes immenses, de ressources hydriques abondantes et de terres fertiles dépend de fournisseurs étrangers pour sa consommation de viande. Le pays suspend aujourd'hui des importations, pas par autosuffisance, par menace sanitaire extérieure. La réalité apparaît sans filtre. La Nouvelle-Zélande ne possède ni la superficie congolaise, ni son potentiel climatique équatorial. Elle possède une stratégie, une organisation, une continuité politique. Elle transforme un territoire limité en puissance exportatrice. Pendant ce temps, Kinshasa importe. Elle signe des permis, elle les suspend, elle réagit aux événements extérieurs sans contrôler sa propre production. Le contraste devient brutal. Un pays de 5 millions d'habitants nourrit des continents. Un pays de plus de 100 millions lutte pour fournir des protéines animales à sa population. Les arguments sont connus. Insécurité à l'Est. Infrastructures insuffisantes. Routes dégradées. Absence de chaîne de froid. Ces facteurs existent. Ils ralentissent la production. Ils n'interdisent pas la planification. D'autres États confrontés à des contraintes comparables ont bâti des filières performantes. La différence repose sur la décision politique. À Wellington, les autorités ont structuré une industrie bovine orientée vers l'exportation. Elles ont investi, planifié, régulé, soutenu les producteurs. Le résultat se mesure en milliards de dollars. Au Congo, des millions d'hectares restent sous-exploités. Chaque hectare inutilisé représente une perte économique directe. Chaque importation transfère de la richesse nationale vers des économies étrangères. Chaque permis signé traduit une dépendance. La suspension actuelle constitue une mesure défensive. Elle protège le cheptel existant.
elle ne résout pas la cause structurelle. Le véritable enjeu réside dans la création d'une filière bovine nationale industrielle. Élevage, transformation, transport, conservation, distribution, exportation. Le potentiel existe déjà. Les savanes du Bandundu, les plaines du Tanganyika, les territoires du Kasaï. Ces espaces peuvent soutenir des millions de têtes de bétail. La Nouvelle-Zélande possède 9 fois moins de terres. Elle génère des milliards grâce à son élevage. Le Congo possède 9 fois plus d'espace. Il suspend des importations. La nature a fourni les conditions. L'absence réside dans l'exécution. La souveraineté alimentaire détermine la souveraineté politique. Une nation qui dépend de l'extérieur pour nourrir sa population expose sa stabilité aux décisions étrangères. Elle subit les crises qu'elle ne contrôle pas. La décision sanitaire prise aujourd'hui protège le présent. La décision économique attendue déterminera l'avenir. Si nous ne parvenons à nourrir nos corps avec les produits de notre propre sol, comment espérons-nous défendre nos terres avec autorité? La souveraineté alimentaire est le socle de toute puissance nationale, et son absence actuelle nous rend vulnérables aux crises étrangères. Si nous ne pouvons nourrir nos corps, comment pouvons-nous défendre nos terres? Dans les zones de turbulence de notre continent, elles sont omniprésentes. Les ONG internationales, ces soldats de l'ombre, arrivent avec leurs 4x4 blancs et leurs promesses de secours. Cependant, leur rôle mérite une autopsie politique froide. Entre 2000 et 2020, l'Afrique a reçu plus de 200 milliards de dollars d'aide. Pourtant, le continent demeure le plus pauvre du monde. Cette corrélation entre l'afflux de l'aide et la persistance de la pauvreté doit nous alerter. Les sources de financement, provenant à 75% de gouvernements occidentaux via des agences comme l'USAID ou l'OCDE, ne sont jamais neutres. Derrière le badge humanitaire se cachent des agendas géopolitiques et des outils de surveillance. C'est le business de la mort où la tragédie devient une rente pour des organisations qui s'auto-entretiennent. Les exemples du Mali et du Burkina Faso sont édifiants. Dans ces pays, la multiplication des ONG a coïncidé avec l'explosion de l'instabilité. Des enquêtes révèlent que des fonds humanitaires finançaient indirectement des groupes armés via des taxes de protection pour circuler dans les zones de conflit. En payant ces rançons déguisées, ces organisations alimentent le chaos qu'elles prétendent combattre. En République démocratique du Congo, le constat est amer. Depuis 30 ans, l'aide coule à flot, mais les violences persistent. Une analyse des flux montre que 60% de l'aide internationale se concentre dans les pays riches en ressources stratégiques comme le cobalt, le lithium ou l'or. L'humanitaire devient alors une arme de chantage et d'influence dans les zones minières, servant de paravent à l'extraction de nos richesses. Pour protéger notre souveraineté nationale, nous devons exiger un contrôle strict des personnels et des financements de ces organisations. Il est impératif de démasquer l'ingérence déguisée et de refuser les financements conditionnés qui ne respectent pas nos intérêts. Chaque État est tenu de connaître l'origine de chaque franc qui circule sur son territoire sous couvert d'altruisme. Cette méfiance constructive envers l'extérieur est vitale. Elle nous rappelle l'urgence de renforcer nos propres institutions, qu'elles soient judiciaires ou militaires, pour ne plus laisser personne décider de notre destin à notre place. La dépendance à l'aide est une drogue qui paralyse l'initiative nationale. Tant que nous laisserons des agences étrangères cartographier nos besoins, nous resterons des spectateurs de notre propre développement. Le renforcement de nos forces de défense et de notre justice est la seule réponse à cette ingérence qui ne dit pas son nom. Sur le terrain, la poudre continue de parler. Les combats entre la coalition AFC M23 et les Wazalendo, alliés aux forces régulières, s'intensifient dans les territoires de Masisi et Kalehe. Ce mercredi marque le 10e jour consécutif d'affrontements violents, en particulier dans les villages de Kasenyi et Maranga. Face à cette agression rwandaise documentée, la voix de la nation s'élève. Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat,
a lancé un appel pressant à l'ONU pour l'activation immédiate de la résolution 2773. Cette résolution exige le retrait sans condition des troupes rwandaises, mais elle reste désespérément lettre morte. Cela rappelle étrangement les accords passés qui n'ont servi qu'à geler le conflit au profit de l'agresseur. Il est impossible de ne pas dénoncer la politique du deux poids, deux mesures. Pourquoi la mobilisation pour l'Ukraine, victime de l'agression russe, ne trouve-t-elle pas son équivalent pour la RDC, victime de l'agression rwandaise? Le droit international est-il devenu une géométrie variable? Modeste Bahati avertit. Si nous gardons les positions actuelles sous prétexte de cesser le feu, nous consacrons la balkanisation de notre pays. C'est le miroir de l'histoire qui nous contemple. Chaque territoire cédé est un morceau de souveraineté qui s'effrite. Pendant que les diplomates pèsent leurs mots, la réalité du terrain est celle d'une souffrance indicible. Le code de la rue nous enseigne que la paix ne se quémande pas, elle s'impose. Les frappes aériennes sur Rubaya et les combats à Mahanga provoquent des déplacements massifs. Des éleveurs fuient aujourd'hui leurs terres, abandonnant leurs bêtes, moteurs de l'économie locale, pour échapper à la mort. Chaque jour d'inaction de l'ONU est une trahison envers notre intégrité territoriale. Les lignes de front ne sont pas des abstractions diplomatiques, ce sont des foyers congolais qui brûlent. Cette méfiance envers les solutions extérieures nous rappelle que nous ne serons sauvés que par nos propres forces. Des lignes de front à la résilience quotidienne des soignants, le peuple attend des actes, car soigner les blessés de guerre, c'est aussi porter le fardeau de l'inaction internationale. La justice a frappé fort à Kolwezi. Le tribunal de grande instance a condamné à mort 9 jeunes pour un viol collectif. Ce verdict, assorti de 20 ans de prison et de dommages s'élevant à $20 000, envoie un signal clair contre l'insécurité urbaine. Pendant ce temps, en Ituri, les activités sont paralysées. Les avocats observent une grève générale après l'agression de l'un de leurs confrères par un magistrat à Mambasa. Cet incident déshonore la profession et suspend l'accès à la justice pour de nombreux citoyens, prouvant que nos institutions restent fragiles face aux abus de pouvoir. Sur le front économique, la FEC plaide pour une application progressive du nouveau SMIC. Fixé à 21 500 francs congolais par jour, ce montant est indispensable face à la flambée des prix à Kisangani. Toutefois, si la Banque centrale affiche un taux stable, la réalité aux abords du marché central est tout autre. Le dollar s'y négocie à un taux parallèle qui pulvérise le pouvoir d'achat. Le SMIC est une nécessité vitale, mais il reste fragile sans une maîtrise de l'inflation. Le quotidien des Congolais exige une stabilité des prix et une justice sociale qui soit protectrice, loin des promesses de papier. À Ottawa, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a engagé une offensive diplomatique de haute intensité. Devant la diaspora et les cercles universitaires canadiens, le porte-parole du gouvernement s'attache à déconstruire les discours mensongers qui entourent la guerre de 30 ans ravageant l'Est de la RDC. Cette mission vise à dévoiler les dynamiques régionales et les enjeux humanitaires souvent occultés par les récits étrangers qui cherchent à diluer la responsabilité de l'agresseur rwandais. Patrick Muyaya affirme une volonté claire, celle de ne plus laisser d'autres raconter notre histoire à notre place, surtout lorsque ces récits servent à justifier le pillage de nos ressources stratégiques. Cette présence au Canada est cruciale, car elle s'adresse à un partenaire dont l'influence au sein de la francophonie et du Commonwealth est majeure. En dévoilant la vision du chef de l'État sur le conflit, le ministre cherche à briser l'isolement diplomatique et à obtenir un soutien concret pour la restauration de l'intégrité territoriale. Cette démarche est une réponse directe à la propagande adverse, qui tente de transformer une agression étrangère en un conflit interethnique interne. Pour le citoyen de Goma ou d'Uvira, ce combat pour le narratif est vital. C'est la reconnaissance internationale de son statut de victime et la promesse d'une justice qui ne soit plus seulement symbolique. Simultanément à Genève, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner a porté la voix de la République
devant le haut-commissaire Volker Turk. Dans le cadre de la 61e session du Conseil des droits de l'homme, elle a réaffirmé l'attachement de notre pays au multilatéralisme et au droit international. Face aux violations répétées des normes mondiales par les forces d'agression, la ministre a rappelé que la protection des citoyens congolais est une priorité non négociable qui doit passer des déclarations aux actes. Elle a dénoncé l'inaction de la communauté internationale face aux crimes commis sur notre sol, exigeant une coordination plus étroite pour mettre fin à l'impunité des groupes armés. Cette présence active sur la scène internationale est indispensable pour briser l'isolement de notre nation, même si elle se heurte à la contrainte d'une dette de 2,22 milliards de dollars envers le FMI. Cet encours financier pèse lourdement sur notre autonomie, obligeant nos diplomates à naviguer entre défense des droits et pressions économiques. Pour le peuple congolais, ce déploiement à Genève signifie que les souffrances endurées dans les camps de déplacés ne sont pas oubliées. La souveraineté diplomatique se gagne aussi par cette capacité à tenir tête aux instances mondiales tout en respectant nos engagements financiers. C'est une lutte pour la dignité qui refuse de voir le Congo réduit à un simple dossier humanitaire. Vers un déblocage du chenal de Kingabwa, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a mis en place une commission technique pour remédier à l'ensablement qui paralyse les ports de la capitale. Le détournement des eaux de la rivière Funa est identifié comme la cause majeure, affectant gravement le transport des marchandises et l'économie fluviale de la ville. Évasion spectaculaire à la prison d'Idiofa. 7 détenus ont profité de la vétusté des infrastructures et d'un sous-effectif policier flagrant pour s'enfuir. Un seul policier assurait la garde de nuit, illustrant la déliquescence de notre système pénitentiaire, où les malades, comme ce prisonnier paralysé souffrant de malaria cérébrale, croupissent sans soin. Bukavu, face à une bombe à retardement social. Près de 13 000 enfants vivent dans les rues, victimes de la pauvreté et des accusations de sorcellerie. La guerre a détruit les structures d'encadrement, laissant ces mineurs sans autre perspective que l'errance, faute de centres de réinsertion opérationnels. Le pont Ituri fissuré bloque la F24. Plus de 50 camions chargés de marchandises périssables sont immobilisés près de Komanda. Ce blocage sur cet axe stratégique menace d'asphyxier l'approvisionnement des marchés et de faire flamber les prix à Kisangani, illustrant la fragilité de nos voies de communication. Un espoir pour les déplacés. Plus de 3 100 000 $ ont été alloués par le Fonds de cohérence pour soutenir le retour des populations à Djougou et à Mahagi. Ce programme vise à favoriser la cohésion sociale et à appuyer la réinsertion des ex-miliciens dans le cadre du PDDRCS. Dans les mines, Excalibur déploie la phase B de cartographie minière. Ce projet ambitieux couvrira 700 000 km² pour moderniser les données géoscientifiques nationales. L'objectif est de renforcer la souveraineté sur nos ressources et de réduire les risques exploratoires en utilisant l'intelligence artificielle pour identifier nos richesses cachées. Au terme de ce journal, l'image qui se dessine est celle d'une nation à la croisée des chemins. Nous avons analysé l'urgence d'une politique sportive nationale pour ne plus dépendre de champions formés par d'autres. L'affaire Yoka étant le symptôme d'un investissement défaillant. Nous avons exposé le défi de notre souveraineté alimentaire face aux crises sanitaires apportées. Nous avons appelé à une vigilance absolue contre l'ingérence des ONG, ces soldats de l'ombre dont l'aide masque parfois des agendas de déstabilisation. Enfin, nous avons suivi la diplomatie offensive de nos ministres à Ottawa et Genève, car la voix du Congo doit résonner là où se décident les normes du monde. Ma pensée du jour s'adresse à nos soignants et à nos citoyens engagés. Soigner, c'est aussi défendre. Comme nous l'a rappelé Sarah Kamangu, chaque geste médical posé dans la précarité est un acte de résistance nationale. C'est en renforçant nos structures de base que nous construirons la dignité de demain. La souveraineté ne se mendie pas, elle se bâtit par la rigueur
et l'amour de notre sol. Je vous invite à poursuivre cette réflexion en visionnant sur notre canal YouTube l'émission Inside News Review consacrée à l'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé. Une analyse profonde pour comprendre les ressorts d'un conflit qui ne dit pas toujours son nom. Que Dieu bénisse notre nation et protège chaque Congolais. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. C'était Soraya pour Inside News RDC.